Et salut, c'est Version Française, votre magazine de la mode, de la déco, du design, de la culture, du chic, quoi, à la française. Et ceux qui en parlent le mieux, ce sont les étrangers, non? Nathalie. Rencontre avec Pierre-François Lelouet, le directeur de l'agence Nelly Rodi qui déniche toutes les tendances du futur. Vous êtes un geek assumé? Découvrez notre sélection d'adresses parisiennes pour vous éclater. Focus sur un accessoire indispensable de toute garde-robe qui se respecte, le gant avec la maison Fabre. La relève du jour, c'est Julien Dumas, un jeune chef talentueux à la tête du mythique restaurant Lucas Carton. Et tout de suite, c'est Point de vue, un regard affûté sur les nouveautés stylées de la semaine. Chic, Version Française, c'est maintenant. « 365C », c'est le nouveau bar à coiffure en plein cœur du Marais parisien. Le concept, 15 minutes, 19 € pour une couronne de tresse, un chignon romantique ou un parfait lissage. Il ne vous reste plus qu'à choisir la tête que vous voulez pour la journée. Et si vous souhaitez le refaire à la maison, des ateliers de coiffure pour le tester sur vos copines. Le musée Guimet vous offre un véritable instant de voyage en plein cœur de Paris. Ce musée regorge d'œuvres qui vous plongeront dans l'univers des arts asiatiques. Le bonus, le magnifique jardin situé derrière le musée, composé de bassins, de ponts de pierre et de bambous géants, direction le pays du soleil levant. How to be a Parisian wherever you are, Love, Style and Bad Habits est un ouvrage écrit par 4 Parisiennes et pas des moindres. Une drôle de Bible, rien à voir avec un guide de bonnes adresses, elles y décryptent les habitudes et les mœurs des Parisiennes, essentielles. L'indispensable du jour est une paire de lunettes de la maison Bourgeat. Ici, un véritable service de sur-mesure. Dans sa boutique qui évoque un appartement parisien, Maison Bourgeat a intégré un atelier. Le client peut imaginer sa propre monture pour souligner sa vraie personnalité. La vision ultime du luxe. Et aujourd'hui, Version Française vous propose un portrait multifacette, un homme qui est partout, tout le temps, qui observe tout, Pierre-François Lelouet, président de Nelly Rodi, la fameuse agence parisienne qui déniche toutes les tendances de demain. Nelly Rodi, c'est un des plus grands bureaux de tendance de la capitale. Mais avant tout, c'est le nom d'une grande dame visionnaire qui décide de se lancer dans cette aventure en 1985. Elle a un profil de styliste, elle s'intéresse au textile, à la fibre et au tissu. Les tendances sont à l'époque très concentrées dans la mode. C'est la première à avoir parlé de tendances dans le domaine du maquillage ou de la maison. Son fils, Pierre-François Lelouet, est maintenant président depuis 2001. Bonjour. Bonjour. Chez Nelly Rodi, atmosphère décontractée, du genre on se connaît super bien. Mais Pierre-François reste un homme concentré. Spécialement aujourd'hui, il a une réunion super importante pour le cahier de tendance de l'hiver 17-18. Oui, on parle bien de l'hiver dans 1 an et demi. Normal, ici on est dans une agence de prospective. Nelly Rodi détecte l'innovation partout où elle se manifeste, grâce à des éclaireurs dans le monde entier. Nous allons briefer les photographes pour qu'ils puissent réaliser les photos qu'on souhaite vraiment. Et on va leur expliquer tout l'univers. Qu'est-ce qu'on veut raconter derrière ces images. Donc on commence toujours par une gamme de couleurs, vous voyez. Donc ça va donner une photo par exemple. Ça va donner une autre photo. Les cahiers de tendance, c'est comme un énorme magazine rempli de photos, de croquis et de textes. Ils sortent 18 mois à l'avance, présentent les futures tendances et serviront de booster d'inspiration aux entreprises. Il y a toute une avant-garde de jeunes designers qui viennent des pays de l'Est en ce moment, qui est excessivement importante et qui est en train de donner un nouveau souffle créatif. L'hiver 2017-2018 sera donc d'inspiration East Side. On est no-look, anti-mode et revendicateur d'une avant-garde. Le quotidien et le banal seront mis à l'honneur. Les couleurs, c'est moutarde, ketchup. Bref, bad taste is good taste. Allez, on y va. On a un garçon dans cette prise de vue ou pas ? Et il faut qu'on ait un make-up qui soit pas du no make-up. Et c'est plus féminin notre truc. Et on n'est pas métal non plus. Hein. On est plus dans le bois. Là, on n'est pas que neutre du tout. Il y a beaucoup de vif. Pour amener du pep, c'est pour amener de la couleur dans cet hiver. Pas de no make-up, féminin, pas métal. Pierre-François semble insister sur certains points. Mais pourquoi ? Pour être sûr qu'on ne fait pas la même chose. La saison prochaine. Et ça commence déjà où les gens se disent « Ah, mais comment est-ce que je vais faire ? Dans quel lieu je vais faire ma prise de vue ?» Enfin,
ça pétille, quoi. Toujours en quête de nouveautés, Pierre-François va prendre le pouls d'un quartier très inspirant à Paris. Enfin, on croit, parce que d'ailleurs, on va où? On va dans le Haut-Marais. On quitte le 18e arrondissement et qui est un des endroits où déjà depuis quelques années, la création vibre à Paris et où on trouve plein de nouveaux concepts très intéressants. Premier arrêt chez Études Studio, un collectif de mode et de photographie contemporaine tout juste installé à Paris. Comme vous le voyez, c'est avant tout du bleu. Et puis il y a des prints, il y a des motifs tout à fait emblématiques de la marque. Et voilà, donc il y a toute cette énergie qui vient de l'art contemporain, de la photographie contemporaine. Ah voilà mon costume préféré. Je suis canon quand je le porte. Ok Pierre-François, t'es sexy, mais n'oublions pas, on est surtout là pour parler de tendance. Le sweat étoile. Ça c'est l'indispensable d'Études Studio. Et c'est surtout la pièce emblématique que les Jay-Z américains adorent par-dessus tout. On change d'endroit ? Maison Plisson est juste là. Bonjour. Regardez, il y a des choses. Vous avez déjà vu ça, vous, ailleurs ? La courgette zéphyr. Je savais pas que ça existait, je découvre ça aujourd'hui. Alors là, chez Maison Plisson, il semblerait qu'on ait totalement perdu Pierre-François, dont l'esprit est pétillant d'idées. Je trouve des trucs insensés, quoi. Tout ça, ça peut donner ensuite des idées d'ingrédients ou de mélange pour la cosmétique. Puis regardez bien le socle. C'est du terrazzo. Dans toutes les nouvelles boutiques, on trouve du terrazzo. Merci beaucoup. Au revoir. On est ici chez Kitsune, label donc, qui est né il y a une dizaine d'années, qui associe la mode, la musique. On a parlé de la maison Plisson, on parle de la maison Kitsune, enfin cet esprit de famille. Là encore ressort énormément. Ah, et petit coup d'œil au sol, le fameux terrazzo. Terrazzo. Vous avez pris note? Pour cet hiver, vous serez donc ambiance maison, famille et terrazzo. Ben ça y est, je vous laisse. Merci beaucoup, on a passé un bon moment ensemble. Au revoir. Bienvenue Pierre-François Lelouet dans notre émission. Bonjour. Bonjour, vous êtes tendanceur, c'est un mot assez galvaudé aujourd'hui, on ne parle plus de tendance mais peut-être de courant, donc du coup vous êtes peut-être plus un guide ou un observateur, c'est comme ça qu'on peut vous définir? Oui, j'aime beaucoup cette définition. C'est vrai que le mot tendanceur a été excessivement galvaudé, ce mot tendance est utilisé par les magazines du monde entier maintenant et on cherche à trouver d'autres définitions peut-être un peu moins superficielles que cette image du tendanceur globe-trotter qui parcourt le monde. Oui, notre métier c'est vraiment ça, c'est vraiment d'aller guider des entreprises, guider des chefs d'entreprise, de leur montrer des nouveaux chemins, de leur montrer comment fonctionne le nouveau consommateur et quelles sont les nouvelles règles de ce monde qui est en train d'évoluer devant nous. Donc Pierre-François, on le sait, vous êtes à la pointe des tendances, c'est votre métier, mais ça ne se passe pas par hasard. Je pense que ce n'est pas juste un instinct comme souvent chez les artistes, mais c'est quelque chose qui se travaille, qui s'organise. Vous avez des éclaireurs dans, je crois, plus de 20 pays dans le monde. Est-ce que vous pourriez nous expliquer concrètement comment ça se passe? Oui, alors c'est tout un processus d'aller détecter toutes ces tendances. Et puis une fois qu'on les a détectées, il faut en faire quelque chose. Et d'ailleurs, le mot tendance, encore une fois, est galvaudé, mais on va parler peut-être de courant. On va parler de courant, on va parler de signes avant-coureurs, on va parler de signaux émergents. Voilà. Et il est vrai que dans 16 pays, donc, nous avons des équipes dont le métier, c'est d'aller pointer l'innovation partout où elle surgit. Et à côté de ses propres équipes propres à Nelly Rodin, nous sommes aussi actionnaires d'une autre société qui s'appelle sunsunsun.com, qui, elle, peut se fonder sur une communauté de 1400 éclaireurs qui sont partout dans le monde et sont des fans d'innovation absolue et qui remontent sur une plateforme digitale tout ce qu'ils voient de nouveau surgir dans le monde entier. Donc à partir de toute cette database que nous avons, nous pouvons voir où les signaux se recroisent, pourquoi ils se recroisent, dans quel pays, dans quelle industrie, comment un signal faible d'une industrie peut avoir des conséquences pour une autre industrie, dans un autre pays peut-être. Donc on a, nous, des spécialistes à l'agence dont c'est vraiment le métier de comprendre les mouvements de fond, ces tendances de fond, ces émergences, à quel rythme elles vont arriver, et puis à quel rythme aussi elles vont peut-être se renouveler, sortir de nouveau, prendre des visages différents. Parce que j'imagine ce qui est très difficile d'avoir un recul, de se dire voilà, ça c'est un vrai mouvement de fond et ça c'est quelque chose qui est passagère ou... Alors il faut être dedans, quoi. C'est-à-dire qu'il faut voir comment ce système des émergences fonctionne depuis des années pour comprendre
comment les choses évoluent, se succèdent, à quel rythme elles vont se succéder. Donc il n'y a pas que des petits jeunes chez Nelly Rodi. C'est ça que je voulais savoir, ils ont tous moins de 25 ans? Pas du tout. Alors pour pointer l'innovation, il faut aussi traîner un peu dans les boîtes de nuit, être assez proche de tous les magazines qui émergent un petit peu partout, être bien sûr à l'affût de tout ce qui se passe dans le domaine digital. Mais il faut aussi, et on est très fiers de ça, il nous faut des gens qui ont de l'expérience chez Nelly Rodi pour pouvoir voir comment ces micro-signes vont émerger et quel type de scénario on va pouvoir construire à partir de l'analyse de toute cette matière brute que sont tous ces signaux faibles qui nous apparaissent dans le monde entier. Pierre-François, nous avons une nouvelle rubrique qui s'appelle Repérage. On voulait savoir ce que ça donne un pari pour les geeks. Paris pour, c'est votre rubrique dénicheuse de bonnes adresses. Cette semaine, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré, en quête de lieux geeks. Si ce mot renvoyait il y a encore quelque temps à l'image d'un homme louché, étrange, hypnotisé par son PC, elle s'est aujourd'hui bien dépoussiérée et l'on trouve des lieux pensés pour ces nouveaux geeks de l'extrême. Alors que la force soit avec vous, c'est parti. La Gaîté Lyrique est le lieu des cultures numériques dans le centre de Paris. Expos, street art virtuel, concerts ou ateliers pour initier papy et mamie aux jeux vidéo. À l'intérieur, son électronique, lumière colorée, reflets psychédéliques. Quand on se rend à la boutique, c'est pour trouver une sélection pointue de cet esprit créatif. C'est un lieu hyper foisonnant. La boutique doit être à l'image de ce qu'on fait ici à la Gaîté. Foisonnant, oui. Ici on travaille, là on joue aux jeux vidéo. Par là, un DJ gominé mix. À l'étage du dessus, une salle futuriste côtoie le foyer historique. C'est ça l'esprit geek de la Gaîté Lyrique. C'est vrai que pour moi, le terme geek, ça s'adresse surtout à des gens qui vont chercher des choses dans l'imaginaire. Ça peut intervenir dans des tas de domaines différents. Et à la boutique, on trouve tout ça, littérature, presse, objets éducatifs, ludiques et originaux, une vraie ressource d'objets branchés. On essaie d'avoir des objets qu'on ne trouve pas forcément ailleurs, d'aller au-devant aussi de l'innovation. Maintenant qu'on s'était cultivé geek, on pouvait continuer notre route pour aller jouer. Oui, jouer, activité essentielle pour les grands enfants que nous sommes. Rendez-vous dans ce haut lieu du game kawaii à la japonaise dans le 11e arrondissement de Paris. Le but qu'on a créé cette salle, c'est avoir l'esprit japonais, l'esprit des salles japonaises en France. Vous allez au Japon, vous venez ici, vous allez voir, il y a beaucoup de similitudes. Un voyage au cœur de la culture nippone. Alors je vais vous faire un petit tour de la salle pour montrer un peu ce qu'il y a. Première salle, ambiance nostalgie. Une autre où l'on trouve des jeux plus récents en mode combat ou exécution de zombies. Et la spécialité de la salle, des jeux de rythme pour bouger son corps sous des éclairages multicolores, geekissimes. C'est vraiment accès à toutes sortes de personnes, de plusieurs milieux socio-culturels complètement différents ou d'âges complètement différents. Ils jouent ensemble et c'est pas partout qu'on voit ça, quoi. Maintenant qu'on a écumé les game over, c'est le moment d'aller boire un verre dans un bar un peu spécial. Si vous passez devant sans savoir ce que c'est, le dernier bar avant la fin du monde peut vous sembler un lieu un peu étrange, voire flippant, mais c'est le bar geek par excellence. E.T. nous accueille, pourquoi pas? À l'intérieur, des tas de clins d'œil à la culture geek et tous ses univers, science-fiction, médiéval, fantastique, manga, comics, séries, jeux vidéo, tout y est. C'est un espace d'expression de toutes les cultures de l'imaginaire. Des salles aux ambiances différentes. Au sous-sol, tout dépend si vous êtes plutôt d'humeur futuriste, pirate, spatiale ou médiévale. À toute heure de la journée, on peut boire un verre, manger, profiter des livres ou des jeux de société. Sinon, il y a aussi le blind test du geek ou des conférences. Tout ça en plein cœur de Paris. Le bar a été créé dans l'idée de faire un espace d'échange et de découverte de toutes ces cultures-là pour que le mot geek, qui a été utilisé de manière assez péjorative par le passé, ne le soit plus et que chacun puisse voir ce qu'il y a derrière ces cultures-là. Un monde à découvrir, une véritable culture à explorer. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez pris des parts dans une société d'éclaireurs, les Sun Sun Sun, mais j'imagine que comme vous êtes à la pointe de tout, est-ce que vous prenez aussi des parts dans des startups? Est-ce que vous avez des projets auxquels vous croyez réellement? Oui, exactement. Le monde change tellement vite qu'il y a quelques années, on a décidé de créer une mini-société d'investissement qui s'appelle Nelly Rodi Moneybox et qui va donc prendre des petites participations très minoritaires dans des petites sociétés qui ont des business models très innovants, toujours liés au monde de la création. Donc ça a été le cas avec Sun Sun Sun,
On a d'autres exemples comme Etudes Studio, qui est une marque qui fait à la fois du prêt-à-porter masculin, mais aussi de l'édition d'art et du conseil en direction artistique, et qui se développe à la vitesse de la lumière, qui est une de ces marques que l'on accompagne. Ce n'est pas simplement de l'investissement financier, mais c'est aussi être là pour répondre à toutes les questions des managers de ces entreprises. Et puis nous inspirer aussi de leur manière de fonctionner, extrêmement entrepreneuriale. Voilà, ma boîte a été créée en 1985, la leur vient de se créer. Et je pense qu'on a, nous, société un petit peu plus établie, beaucoup de leçons à apprendre de cette énergie de toutes ces startups. Alors justement, vous parlez d'accompagnement. Si aujourd'hui, moi, je crée ma boîte, jusqu'où vous pouvez m'accompagner et créer une image de marque cohérente et jusqu'où vous me suivez? Alors, d'abord, on ne prend pas des participations partout. Non, mais oui, comment ça se passe concrètement Concrètement, alors on vient nous voir. Alors, ça dépend, il y a deux... Alors, en gros, il y a deux profils. Soit on vient nous demander du financement, auquel cas on ne peut pas répondre à toutes les demandes, bien sûr. Hein. On investit dans un ou deux dossiers, on étudie le projet, le business plan, etc. Mais il y a aussi beaucoup de créateurs d'entreprises qui viennent nous voir pour qu'on les aide concrètement et donc nous demander des missions de conseil pour le développement de leur société. Et la première chose qu'on leur dit, c'est réfléchissez vraiment bien à votre consommateur, à votre client. Est-ce que vous savez vraiment pour qui vous avez créé ces produits ? Est-ce que vous êtes sûr qu'il y a un usage? Est-ce que vous êtes sûr que ces produits ou que ces services ont une fonction qui va faire évoluer le marché? Vraiment, le client, que ce ne soit pas simplement un désir personnel de voilà, j'ai envie de créer quelque chose, mais de vous dire vraiment pour qui, pourquoi, est-ce qu'il y a une nécessité derrière ce nouveau produit ou ce nouveau service? Merci beaucoup Pierre-François, vous avez un métier passionnant. Merci Katharina, vraiment. Focus sur un indispensable de tout garde-robe chic qui se respecte, le gant. Gardez vos petites menottes chaudes cet hiver et glissez-vous dans une paire de gants de la maison Fabre, artisan gantier dans l'Aveyron depuis des générations. C'est la touche finale d'un look. Qu'on le choisisse classique ou pour les plus téméraires, long, à strass, flashy ou motif animal. Mais pour en savoir plus sur cet accessoire de mode glamour, direction les ateliers de la prestigieuse Maison Fabre, installée depuis 1929 dans le centre de Millau. Ici, Étienne Fabre s'est fait le spécialiste du gant blanc. Rose Fabre a lancé la marque sur les traces des grands créateurs et aujourd'hui leur petit-fils, Olivier Fabre et son frère ont repris le flambeau, avec des enjeux différents et des ambitions nouvelles. Reprendre la maison, ça veut dire quoi? C'est-à-dire travailler avec beaucoup de modes. D'abord construire l'ADN de la maison, regarder le patrimoine de ma grand-mère, mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon père. Il existe des boîtes, des caisses avec des trésors, des échantillons de cuir très anciens, des dessins de ma grand-mère. Voilà, nous sommes dans le cœur de la maison Fabre, dans l'atelier où nous fabriquons les gants depuis donc, les années 50. La première grande étape, bien sûr, c'est de sélectionner les cuirs. Les plus jolis peaux, qui sont en général des agneaux plongés qui viennent de la région. Le coupeur va travailler sur une table de gantier donc, qui est avec un plateau en noyer, très arrondi et patiné par le temps. Cette presse qu'avait achetée mon arrière-grand-père en 1924 nous permet, avec des calibres en métal qui étaient fabriqués également à Millau, de fendre les rectangles et donner en fait cette forme du gant. Les petites mains expertes de Maison Fabre vont alors coudre, broder et transformer ces morceaux de cuir en petits bijoux. Et on n'oublie pas un petit triangle dans la base des fourchettes qui s'appelle le carabin. C'est ce qui permet d'avoir le confort et l'aisance. C'est caractéristique d'une fabrication française. Lorsque le gant a pris forme, il faut encore apporter les finitions. Boutons pression, chaîne, bord anglais. Et lors de l'étape du dressage, les mains chauffées permettent de repasser les gants par l'intérieur. Si la plupart des gants sont réalisés en série, la ganterie se fait le luxe de quelques pièces uniques et exceptionnelles. Après l'ouverture en 2008 de sa première boutique dans le Palais Royal à Paris, la Maison Fabre reproduit à l'identique les gants du film La Belle et la Bête de Jean Cocteau. Ce dernier ayant habité au Palais Royal, cette pièce unique fera l'objet d'un don au musée du gant de Millau. En 2013, une seconde boutique ouvre ses portes à 2 pas du château de Versailles, autre place royale. Olivier Fabre et son équipe partent sur les traces des gants parfumés et recréent les gants de l'emblématique Reine de France.
Le gant de Marie-Antoinette, Prestige, est un gant inspiré d'une de ses toilettes avec un panier de roses entièrement brodé à la main au point de Beauvais. Donc on a une pièce exceptionnelle où il a fallu 2 semaines pour faire la paire de gants. Vous savez, on avance à contre-courant. On est dans une fabrication française, on essaie justement de redonner vie, refaire fonctionner toutes ces vieilles machines à un moment où tout le monde va chercher ailleurs, toujours plus, toujours moins cher. Aujourd'hui, on a à peu près 70% de notre production qui est exportée à l'étranger. Et dans la première zone géographique acheteuse de gants, c'est l'Asie. Et le premier pays, c'est le Japon. La curiosité japonaise est incroyable et en même temps, ils sont entre traditions finalement comme nous et complexité de tout ce qui est moderne et designé et contemporain. C'est un métier de patience, c'est un métier de faculté, c'est un métier d'expertise, d'œil, de regard. On va fabriquer de façon unique et toujours identique des choses incroyables avec ici toujours ce parfum, les vieilles tables, les vieilles machines, le personnel. Et puis on va être au contact des plus grands designers et des boutiques les plus branchées du monde entier, de Paris à New York à Tokyo. Et vous savez, Jean Cocteau disait, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et en fait, ce sont tous ces rendez-vous qui m'animent aujourd'hui. Des rendez-vous plutôt prestigieux avec Emmanuel Kahn, Chantal Thomas et d'autres. La nouvelle génération Fabre a des rêves plein la tête. C'est ce qu'on aime et on ne souhaite que le meilleur à cette jolie maison avéronaise. Il est blanc, genre discret, tout juste la trentaine. Il est aux commandes du mythique restaurant Luca Carton, place de la Madeleine à Paris. C'est Julien Dumas et c'est notre relève de la semaine. Aujourd'hui, découverte de l'historique restaurant Luca Carton. À 2 pas de la place de la Madeleine, l'endroit est probablement l'un des premiers restaurants gastronomiques de Paris. Ouvert à la fin du 19e siècle, les cuisines ont vu défiler les chefs et les étoiles. Et notamment Alain Sanderens qui y restera près de 30 ans, avant de passer le relais à Julien Dumas. C'est le portrait de ce jeune chef que nous vous dévoilons, au milieu des boiseries majorelles et des sculptures art déco, rencontre. Quand on arrive dans un endroit qui a été marqué de 3 étoiles, avec un chef comme Alain Sanderens qui a été l'un des précurseurs au niveau de la Cormet et Vin, c'est toujours bien de regarder ce qu'il fait, comment il le fait, pourquoi il le fait, et de comprendre un peu sa philosophie de cuisine. Et puis ce qui est important aussi, c'est ça, vous parlez de transmission, c'est que c'est dans une continuité, c'est-à-dire que il faut pas oublier ce qui s'est fait avant, mais il faut construire l'avenir aussi. Et je pense que le passé nous aide vraiment à construire l'avenir. Julien apprend aux côtés du chef Sanderens avant de voler de ses propres ailes dans les cuisines du Luca Carton. Il se cherche et tisse petit à petit sa signature. C'est le goût du produit pour le goût du produit. Ça, c'est vraiment pour moi primordial. Et donc, du coup, quand on veut le goût du produit, on fait une cuisine beaucoup plus brute. Une cuisine brute mais délicate, nature et sensible à son image. Ce jour-là, Julien délire sur une caisse de tomates et un bouquet de basilic avec lequel il se shoote. Et à un moment, les oiseaux, là, ils ont tous rigolé parce que ça faisait un quart d'heure que j'étais comme ça. Mais je faisais pas exprès. Mais ça sent tellement bon. Une cuisine touchante. Julien aime les produits et leurs producteurs avec lesquels il lie des relations fortes, de passionné à passionné. Chaque maraîcher a une identité et fait des légumes bien spécifiques. En les goûtant, on sélectionne, on se dit, tiens, les aubergines, je sais chez qui je vais les prendre. Les choux-fleurs, je sais chez qui je vais les prendre. Les tomates, je sais chez qui je vais les prendre parce qu'elles les ramassent à maturité. Donc c'était un peu un jeu d'équilibriste. Ces gens-là qui mettent de la passion, c'est important de les entendre parler, de savoir comment est-ce qu'ils fonctionnent, de savoir comment est-ce qu'ils ont pensé à faire ce légume. Si vous captez ça peut être infime, hein, mais si vous le captez, c'est plus facile pour moi, cuisinier, de le retranscrire. Et aujourd'hui, grosse concentration et yeux plissés sur la livraison de courgettes. On se sert que de... Ça, on s'en sert pour faire un bouillon. Mais ce qui est intéressant dans la courgette, c'est ça. Ici, c'est très ferme. Donc du coup, c'est très intéressant, soit pour faire des spaghettis, c'est magnifique. Divagation sur un légume étrange qu'il vient de recevoir, le Celsius. Un genre de salade dont seul le cœur est bon, que Julien épluche avec amour avant de se lancer dans des tests de cuisson en imaginant des compositions. Les légumes comme ça, il faut pas trop les marquer, il faut pas trop les... Ce qui est intéressant, c'est les traiter doucement, délicatement. C'est très juteux. On va faire une recette un peu en live. Création en live, c'est juteux. Julien travaille comme un peintre en faisant une première esquisse. Lait d'amande, jus, zeste de citron, quelques amandes fraîches et voilà, on assiste à la naissance d'un plat. Il y a des plats qui viennent un peu plus intuitivement. De la cuisine intuitive avec des plats déjà phares comme son merlan au sarrasin.
C'est vrai que les gens ils disent avec le merlan sarrasin, on a l'impression d'être en Bretagne. C'est pour moi le plus bel hommage que je peux faire au poissonnier, au marailleur que j'ai. C'est-à-dire que ça reste vraiment dans sa région, ça reste très proche de ce que lui peut m'amener et de ce que moi je peux lui rendre avec ce plat-là. À un moment, on ne savait plus trop si Julien nous parlait d'amour ou de cuisine. Quand ça se fait naturellement, c'est généralement les plus belles histoires. Souhaitez-moi de m'amuser pendant très longtemps encore. Version française est déjà finie, alors soyez chic toujours et retrouvez-nous la semaine prochaine. Ciao!